Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de l'investissement socialement responsable avec Marc Raffard qui est présent avec nous. Salut Marc. Bonjour Viken, merci de me recevoir dans le cadre d'une de tes émissions sur ta chaîne YouTube. Effectivement, on va parler d'investissement socialement responsable. Alors, si vous voulez, je vais me présenter brièvement. Moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que je travaille dans la finance de marché. J'ai travaillé pour de nombreux courtiers CFD. Donc, pour ceux qui connaissent les CFD, donc j'ai travaillé pour des courtiers connus. Depuis maintenant 2 ans, je suis plus orienté sur les ETF et les ETP. Donc, je travaille pour des émetteurs maintenant de produits financiers. Et en parallèle, je m'intéresse beaucoup depuis maintenant quelques mois à tout ce qui touche à l'investissement socialement responsable. Et j'ai créé un blog qui s'appelle Scout en Bourse, un blog et un forum sur lequel justement je partage un petit peu toutes les recherches que je peux faire et les trucs et astuces que je peux trouver pour tout ce qui concerne l'investissement socialement responsable, qui est encore un, un peu méconnu, j'ai envie de dire, du grand public, bien que, on le verra, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que les investisseurs institutionnels, aujourd'hui, les fonds d'investissement ou autres, aujourd'hui, les critères d'investissement socialement responsable sont quasiment devenus incontournables. Ouais. Alors effectivement, donc là, moi c'est la première fois que je parle de l'investissement socialement responsable sur ma chaîne. Donc là, on va parler un peu, ça va être une initiation. Après, si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à aller sur le blog Scout en Bourse de Marc, là sur lequel vous aurez plus de contenu. Bien entendu, là c'est une première approche, voilà. Pour ceux comme moi Exactement. d'ailleurs qui ne connaissaient pas vraiment le sujet, ça va nous donner une première approche de ce que c'est et concrètement comment investir socialement responsable si on souhaite le faire. Alors donc, Exactement. Alors, on peut investissement peut-être commencer socialement. par… Je veux juste préciser un truc, quelque chose, Ouais, pardon. bien sûr. C'est ce qu'on disait en introduction avant la vidéo. Donc, vous entendez les termes ISR et ESG. Donc, ISR pour investissement socialement responsable et ESG, en fait, c'est l'acronyme anglais, mais ça veut dire la même chose. Voilà, parce que Exactement. moi, j'avais cette confusion dans ma tête. C'est exactement la même Exact. chose. ESG, c'est en anglais, C'est ISR, c'est en français. c'est la même chose et effectivement, si vous cherchez des ETF, on va socialement responsable, on va souvent retrouver l'acronyme anglophone, donc ESG, plus que ISR, hein. Mais Voilà. effectivement, c'est tout à fait la même chose. Alors, comment tu définirais, toi, parce que je pense qu'il y a plusieurs définitions, mais globalement, comment tu définirais Alors, l'investissement socialement responsable? la définition, en fait, là, je vous ai préparé vraiment une définition théorique, mais on va voir en fait en réalité que c'est plus Allez, bon, on va d'abord commencer par la définition théorique. Donc, l'investissement socialement responsable, c'est un placement en fait qui vise à concilier la performance économique, hein. Donc, on est bien dans quelque chose qui doit être rentable, parce qu'il y a souvent des préjugés, des confusions qui sont faites. On se dit, ah, mais si c'est socialement responsable, si c'est, etc., est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce que c'est pas du don, on n'est pas là pour, on reste des investisseurs, on reste là pour générer des profits. Donc c'est pas de, voilà. Donc vous conciliez la performance économique avec l'impact social et environnemental. Donc en finançant des entités publiques, donc ça peut être à travers des obligations d'État ou des entreprises qui contribuent au développement durable, quel que soit leur secteur d'activité. Donc, il y a plusieurs critères en fait qui sont repris dans l'investissement socialement responsable. Il y a les critères écologiques, environnementaux, les critères sociaux et humains, et les critères de gouvernance. Donc, que l'entreprise soit gérée avec éthique et qu'il n'y ait pas de controverse. Par exemple, dans tout ce qui est gouvernance, on va éviter les entreprises, par exemple, qui concluent des partenariats avec des dictatures, par exemple. Voilà. Donc, ou ce genre de choses. Donc voilà un petit peu la définition. Maintenant, moi, ce que je tiens à rajouter, et ça c'est mon approche très personnelle, c'est qu'en réalité, s'il y a bien une définition, il y a même des notations en fait, hein, il y a même des organismes qui donnent des notations, etc. Moi, je trouve que l'investissement socialement responsable, c'est surtout une approche personnelle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être plus sensibles à tout ce qui concerne les problématiques d'environnement, d'autres qui vont être plus sensibles à tout ce qui est problématique sociale. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise approche. Alors, les notations, elles vont prendre en compte tous les critères, mais après, c'est surtout une approche personnelle. Et voilà, faut pas se cantonner aux notations, il ne faut pas se cantonner à ce qui peut être vendu. Si vous avez vraiment une conviction très précise de ce que vous voulez, et si vous êtes convaincu que cette conviction-là
a un bon impact pour l'environnement ou social ou autre, ça peut, voilà, vous pouvez avoir votre propre approche personnalisée, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà, bien sûr, on a chacun nos propres valeurs. Et d'ailleurs, j'avais regardé un webinaire que tu avais fait sur ta chaîne YouTube, parce que Marc a aussi une chaîne, hein, pour aller voir, qui s'appelle Scoot en bourse, je crois. C'est ça. Exactement. Voilà, du même nom que le blog. Et dans un webinaire qui était intéressant sur les ESG, vous disiez avec ton intervenant que on entend, et ça me paraît cohérent, on entend de plus en plus parler de ce type d'investissement parce que c'est surtout les jeunes, enfin les jeunes, Marc et moi je crois qu'on a à peu près le même âge, mais les gens qui sont nés à partir des années 80 ou 90 ou 2000, plus on se rapproche de notre époque, plus les gens sont jeunes et plus ils se sentent concernés, en gros, par l'investissement socialement responsable. Et donc, c'est des gens qui commencent à investir maintenant. Quelqu'un qui est né dans les années fin 90-2000, il a une vingtaine d'années. Donc, c'est maintenant qu'il peut éventuellement commencer à investir. Et c'est pour ça que, Exactement. comme ces générations-là se sentent plus concernées, c'est pour ça qu'on entend de plus en plus parler de ça et qu'on va en entendre de plus en plus parler. Et je pense que c'est une bonne chose. Exactement. Et tu as bien fait de préciser que ce n'est pas incompatible avec la performance, hein. C'est vrai que Alors, intuitivement, on peut croire ça, mais en fait, non, pas du tout, hein, parce qu'il ça y a fait des professionnels qui font ça de façon très bien. exactement, ça fait partie des préjugés en fait, ou des malentendus qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on parle d'écologie, etc. Donc on peut confondre ça avec ce qui est très bien aussi, hein, le fait de faire des dons, des donations pour financer des bonnes causes. Ça, c'est quelque chose voilà, qui existe et que je soutiens aussi. Mais là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Là, on est vraiment dans le cadre d'investissement. Et en fait, si vous voulez, les professionnels aujourd'hui, les fonds d'investissement, ils vont davantage parler de risque ESG, parce qu'en fait, ce sont des critères de risque. Donc, c'est quelque chose qu'en fait, bon, quelle que soit l'analyse que vous utilisez pour analyser les marchés, que ce soit de l'analyse fondamentale, de l'analyse technique, quelle que soit l'approche que vous avez, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on va rajouter en supplément. C'est un critère d'analyse supplémentaire, extra-financier. Et on parle vraiment d'un risque ESG. Parce qu'effectivement, les entreprises, je vais vous donner un exemple de gouvernance, Wirecard. Voilà, Wirecard, ils ont triché quelque part sur leur comptabilité, sur leurs chiffres. Bon, ça fait partie des critères qu'on prend en compte dans la gouvernance et qui a un impact finalement sur la valeur de l'action. Volkswagen, pareil, quand ils ont triché sur les bilans des émissions carbone de leurs véhicules, pareil, ça, c'est à la fois une problématique environnementale et de gouvernance. Donc, en fait, tous ces critères ESG, c'est vraiment des critères de risque qui, derrière, peuvent vraiment impacter l'action, le résultat financier de l'entreprise. Une entreprise qui va avoir de très bons scores environnementaux, c'est une entreprise, quelque part, qui sera moins soumise à avoir des taxes carbone, à avoir des problématiques d'amende ou de pénalité ou ce genre de choses. Une entreprise qui a de très bons critères sociaux, en fait, quelque part, pourquoi ils ont des bons critères sociaux? Parce qu'ils payent correctement leurs employés, parce qu'ils offrent des compensations, des avantages, etc. Et quelque part, ces entreprises qui ont des très bons critères sociaux ont moins de risques de se retrouver dans des situations où on se prend un mois de grève ou des problématiques sociales ou ce genre de choses. Donc, quelque part, ça a vraiment un impact financier sur les résultats de l'entreprise. Donc, quand on prend en considération ces critères ESG, risque ESG ou risque ISR, parce que moi j'aime bien parler de risque parce que quand on traite, on cherche à avoir des critères pour limiter le risque quelque part. Et bien là, c'est des critères concrètement qui limitent le risque sur un certain nombre de choses qui peuvent avoir un impact réel et financier. Ouais, c'est super intéressant. Et c'est bien, ça veut dire qu'il y a quand même une justice dans ce monde et que finalement, ça, d'une certaine façon, ça récompense financièrement les entreprises qui se comportent mieux avec l'environnement ou avec leur personnel. Et tu as raison, l'investissement, hein, quand on fait l'investissement en bourse, on fait que gérer le risque, hein, c'est que ça. Exactement, exactement. Et après, alors pour vous donner un exemple plus concret là sur ce qui s'est passé sur l'année 2020, alors l'un des critères ESG, c'est les circuits d'approvisionnement courts et de distribution courts, donc c'est-à-dire en gros les entreprises qui vont s'approvisionner, qui vont distribuer ce qu'ils commercialisent dans des rayons de 200 km par exemple. Donc ça, plutôt qu'aller s'approvisionner en Chine ou ailleurs, ça fait
partie des critères ESG. Et en fait, on l'a vu durant la crise du coronavirus, quand il y a eu les confinements, les fermetures des lignes aériennes, etc., en fait, les entreprises qui avaient de bonnes notations ESG et qui avaient déjà mis en place des circuits d'approvisionnement et de distribution courts ont pu maintenir leurs activités normalement et ont été beaucoup moins impactés par toutes ces problématiques-là. Donc, il y a plein de choses. On ne va pas avoir le temps dans cette petite initiation de tout couvrir, mais il y a plein de choses, qui sont prises en compte dans ces critères-là. Alors, bien sûr, soit effectivement, on fait de la recherche soi-même et on se plonge dedans, soit effectivement, on va juste aller chercher les notations qui sont faites par des entreprises comme MSCI qui fait des notations sur à peu près toutes les actions qui existent. Et à ce moment-là, on se base sur la notation. Voilà, une entreprise qui a 8 sur 10 en critères ESG, voilà, c'est une entreprise qui a une bonne note. Une entreprise qui a 4 sur 10, on va faire plus attention. Ok. Du coup, voilà, on a compris ce qu'est l'investissement socialement Alors, responsable. Maintenant, voilà, si on veut vraiment investir, est-ce que tu conseilles plutôt la gestion active en allant chercher nous-mêmes les notes sur Internet ou passer par des ETF? Je pense que les deux approches sont valables, ça dépend du temps qu'on veut y passer, quoi. Voilà, les deux approches sont valables. Alors effectivement, soit on prend un ETF et il y en a plein de plus en plus qui intègrent les critères ESG, soit on va soi-même aller faire sa propre sélection d'actions. Et à ce moment-là, quand on fait sa propre sélection d'actions, il y a trois écoles possibles, en fait, trois manières de procéder possibles dans la sélection. Donc, soit on fait de la sélection négative, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a un portefeuille existant, par exemple d'une vingtaine de valeurs, et on va aller regarder les notations, on va étudier les critères ESG, et on va vendre, retirer de son portefeuille celles qui ont de mauvaises notes. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la sélection négative. C'est la méthode de base. La plupart des ETF, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le CAC 40 ou les S&P 500 et ils font de la sélection négative. Donc, c'est-à-dire qu'ils retirent de ces indices boursiers les valeurs qui ont de mauvaises notations. Donc, j'ai envie de dire, c'est la base. On peut faire aussi différemment. Il y a beaucoup moins d'ETF qui le font, mais on peut en trouver quelques-uns quand même. Mais si vous le faites vous-même en sélectionnant vous-même vos actions, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est la sélection positive, c'est-à-dire qu'à l'inverse, on va partir de zéro et on va vraiment aller chercher les actions qui ont les meilleures notations dans chaque domaine. Et après, il y a la troisième école, donc c'est le best in class. Alors, quand on parle de sélection positive ou de sélection négative, très souvent, on enlève toutes les entreprises qui sont dans le secteur pétrolier, par exemple. Donc, par exemple, Total, on ne va pas aller investir dessus. Par contre, quand on fait l'approche best in class, on s'autorise, du moins, on ne s'interdit aucun secteur d'activité. Et on va se permettre, par exemple, d'investir dans le secteur pétrolier. Et par exemple, on va pouvoir choisir à ce moment-là Total, parce que Total, c'est l'entreprise qui aujourd'hui, même si c'est une entreprise qui gagne principalement de l'argent sur les activités pétrolières, ils sont énormément impliqués dans les nouvelles technologies, dans les nouvelles énergies, dans le développement de solutions alternatives. Et ils font vraiment des efforts pour que d'ici 2050, ce soit une entreprise qui se sépare quasiment totalement des activités liées au pétrole. Donc, à ce moment-là, on peut investir dans le best in class, c'est-à-dire dire, voilà, moi, je ne vais pas m'interdire d'investir, par exemple, dans le secteur pétrolier, mais dans l'ensemble des entreprises qui sont dans le secteur pétrolier, je vais prendre vraiment celle qui est exemplaire. Donc, c'est ce qu'on appelle le best in class. Donc, c'est une autre approche aussi. Et après, il y a une quatrième approche qui est un petit peu plus subtile. C'est que quand on est un investisseur, quelque part, on a le droit, même si on n'a qu'une action, on a le droit de voter pour certaines assemblées générales, certaines prises de décision. Là, c'est un engagement plus, on va dire, sur le long terme. Mais à ce moment-là, c'est un engagement qui consiste à dire, moi, je suis actionnaire d'une entreprise qui n'a pas de bonnes pratiques. Je reste actionnaire de cette entreprise. Par contre, s'il y a des décisions qui sont votées, je voterai toujours pour les décisions qui auront un meilleur impact sur l'environnement ou des meilleurs impacts sociaux. Et à ce moment-là, c'est un engagement qui s'inscrit plus dans le long terme, de dire, faut faire changer les choses. En tant qu'investisseur, on a ce petit pouvoir, si je puis me permettre, de faire changer les choses. Donc, je ne vais pas vendre, je ne vais pas faire la sélection négative, je ne vais pas retirer les actions que j'estime être les moins bonnes en termes environnementaux et sociaux, mais je vais rester actionnaire justement pour avoir ce pouvoir de pouvoir ajouter ma voix dans les bons choix, on va dire. Ok. Donc, vous voyez, voilà, vous avez plusieurs méthodes d'investissement. Finalement, c'est comme
comme si vous investissez dans les actions classiques, hein, vous pouvez soit faire de la gestion active, donc soit en ayant une sélection positive, c'est-à-dire en vous concentrant sur les entreprises qui ont une bonne note, ou soit l'exclusion, c'est-à-dire en enlevant celles qui ont une mauvaise note, ou soit, si vous voulez Exactement. faire, comme pour les actions, de la classique, vous pouvez faire la gestion passive en passant par des ETF, et tu dis qu'il y en a beaucoup, et je pense qu'il y en a de plus en plus, et ça va augmenter, qui eux-mêmes vont sélectionner des actions qui répondent à ces critères-là. Après, pour trouver les notations, moi, je vous Voilà, conseille d'aller sur MSCI. Est-ce que je peux partager mon écran ou pas? bien sûr. Alors, attends, je vais Alors, autoriser. ok, super. Alors là, vous faites une recherche MSCI. Alors, attendez, hop, voilà, MSCI, on va faire MSCI ESG. Alors, MSCI, c'est une entreprise qui fournit plein d'analyses, plein de notations, plein de ratings. Si vous voulez, c'est une agence de rating. Donc là, si vous allez sur MSCI ESG Investing, euh, ici, vous allez ESG Rating. Et Explore Tool. Voilà. Là, donne-moi le nom d'une entreprise qui te tient à cœur, Viken. On va faire une recherche. On va faire l'entreprise Apple, par exemple. Apple, excellent choix. Donc, on retrouve Apple. Donc, Apple, ils ont un rating plutôt moyen. D'accord. Donc, BBB. Donc, on voit qu'ils sont pas mauvais, mais pas bons. En fait, ils Ouais. sont vraiment en moyen. Ils ont même ces derniers temps, si on regarde sur 2016, 2017, 2018, 2019, en 2020, ils ont une notation qui a baissé. Donc, ils ne sont pas forcément dans une bonne tendance. Et qu'est-ce qui les différencie? Alors, là où ils sont bons, c'est dans tout ce qui est, comment dirais-je, Ouais, les ressources. ouais, voilà, tout ce qui est controverse, c'est-à-dire, par exemple, aller couper des arbres en Mhm. Amazonie ou voilà, ou avoir des trucs qui vont impacter quelque part un écosystème ou autre, là, ils sont plutôt bons. Dans tout ce qui est clean tech, donc ils sont plutôt bons aussi. Par contre, voilà, là où ça va pas, c'est dans les déchets électroniques, Oui, dans la corporate gouvernance, dans le capital développement humain, dans la privatisation des données. Donc ça, on sait, hein, Apple, ça fait partie des big data oui. players. Donc ils utilisent les data, priorisent, voilà. Et dans le supply chain, voilà, il y a des, voilà. Donc en fait, ils ont quand même pas mal de pénalités. Alors, on va prendre leur concurrent quasiment direct, Microsoft. Microsoft, à l'inverse, Ah oui, est vraiment excellent. Donc, ils ont vraiment la meilleure note possible. Et en plus, c'est dans le temps, quoi. C'est-à-dire que depuis 2016, ils ont vraiment gardé constamment la meilleure note possible. Alors, où est-ce qu'ils sont bons? Ils sont bons dans la privatisation des données, justement, contrairement à Apple, dans tout ce qui est clean tech, dans la gouvernance aussi. Donc, il n'y a pas visiblement eu de scandale de gouvernance ou autre. Dans les émissions carbone, ils sont moins bons. Et dans le capital développement humain, ils sont moins bons aussi. Mais globalement, ils ont quand même une très bonne note. Alors après, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de lire, je ne sais plus où on le retrouve, mais il y a un PDF qui reprend, voilà, toutes les méthodes de calcul, etc. mhm. Mais bon, globalement, Microsoft est très bon. Tesla, dont on entend beaucoup parler en ce Ah moment, oui, je suis curieux de voir Tesla. Tesla, ils sont Ah, plutôt moyens. ouais, moyen. Ils sont plutôt moyens et c'est une tendance qui est à la baisse. En 2017, ils étaient très bons. 2018-2019, ça a baissé et là, on baisse encore. Donc, ils ne sont pas sur une tendance où ils sont en train d'améliorer les choses, mais plutôt au contraire voilà, ils sont plutôt à la baisse. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver là? On va retrouver évidemment CleanTech, c'est normal, c'est leur cœur d'activité. Corporate Behavior, Corporate Governance, ils sont bons. Par contre, empreinte carbone dans la production, là, ils ne sont pas bons. Et Mm. ça, je pense que ça s'explique parce qu'effectivement, les voitures électriques, c'est très polluant à Oui, produire quelque part. j'ai vu Et hier qu'une voiture électrique, c'est 50% à produire, en fait, c'est 50% de plus en pollution qu'une voiture thermique quand elle sort exact, d'usine. exact, Et après, c'est une exact. fois qu'elle roule que la voiture électrique redevient
Exactement, rattrape exactement. son À retard. condition que l'énergie, enfin que l'électricité Voilà. produite soit produite de manière Du propre, coup, ce c'est qui est le ça. cas dans les pays nordiques, mais ce qui est beaucoup moins le cas en Europe du Sud. Alors, Voilà. Product Safety Exactement. Quality aussi, alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve souvent dans les médias ou dans les commentaires, c'est que les Tesla, elles sont très belles, elles sont très innovantes, mais parfois la qualité Mhm. laisse à désirer. Donc là aussi, ça les pénalise vraiment. Là où ils sont très mauvais, c'est dans la gestion des forces de travail, enfin des Ouais, ouais. employés. A priori, ils sont très mauvais là-dessus. Donc Ok. voilà, ça les pénalise quelque part. Donc voilà, après, on ne va pas faire 150 000 Non, mais recherches, on a compris mais le principe. voilà, vous avez compris le principe. Donc vous pouvez très bien aller regarder sur MSCI. Il y a d'autres sites qui donnent des notations, il y en a plein d'autres, mais MSCI, ils ont l'avantage d'être énormes et de donner énormément enfin, c'est rare qu'on ne trouve pas une action euh, qui a un rating chez eux. Ok. Bah, super Marc, merci beaucoup pour toutes ces informations. Moi, j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Je pense que beaucoup d'entre nous aussi. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est toujours vous montrer du concret. Donc là, c'est bien parce qu'on vous a montré comment concrètement vous pouvez appliquer ça. Donc, vous allez sur le site MSCI si vous voulez faire de la gestion active. Si vous voulez faire de la gestion passive, vous allez dans Google, vous tapez ETF, ESG et vous trouverez les principaux émetteurs d'ETF. Et sinon, sur le forum Scoot en Bourse, donc Ouais, j'ai un forum, hein, donc vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Enfin, le site est vraiment mis à disposition pour faire découvrir l'investissement socialement responsable. Il y a une section ETF et moi, je partage avec les gens déjà les ETF. Moi, il doit y en avoir une dizaine dans lesquels j'ai investi qui sont tous ESG. Il y en a qui sont que j'aime particulièrement, dans lesquels je suis plus investi que d'autres. Par exemple, les ETF sur le sustainability food, donc en fait la production alimentaire, on va dire équitable, si vous voulez. Donc il y a plein de thèmes. Je vous invite à aller regarder ça sur le forum. Et si vous avez des idées, des ETF assez innovants, de venir aussi les partager avec les autres membres. ok. Donc voilà, bah, merci pour cette présentation. On a découvert ce qu'est l'investissement socialement responsable. Donc, si ça vous parle et que vous souhaitez, vous, investir socialement responsable, bah, pour avoir plus d'informations, allez sur le site de Marc Scoot en Bourse. Et là, vous trouverez encore plus de contenu. Et merci déjà de nous avoir présenté ce domaine qu'on ne connaissait pas forcément. Merci à toi, Marc. Merci Content. Viken et à très bientôt. À très bientôt.